Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Le Grand Jury. Ce soir, le Grand Jury reçoit le président de la Ligue démocratique pour le changement. Vous l'aurez compris, nous recevons ce soir pour vous le général Moussa Senko Coulibaly. Président Coulibaly, merci de cette comparution devant les grands jurys. Merci pour l'invitation. Bonsoir à vous, bonsoir à Renouveau. Et à travers vous, bonsoir à tous les Maliens qui nous regardent, qui nous écoutent, mais aussi à ceux qui nous regardent depuis l'étranger. Pour conduire ce débat avec nous, avec moi, Ladjo Chana Takiou, directeur de publication du journal le 22 septembre. Ladjo Chana, merci d'être là. Merci Barou. En boubou blanc ce soir. Et tout vêtu de blanc, les chaussures aussi qui ne sont pas visibles sont blancs. L'intérimaire est à côté, Abdraman Keita, qui est directeur de publication du journal Le Témoin et directeur par intérim du journal le 22 septembre. Keita, merci d'être là. On ne parle pas d'intérimaire quand le titulaire est là. Oui, sauf que vous nous avez dit l'autre jour que la passation n'était pas encore faite. L'intérimaire s'efface. Oui. Mais est-ce que la passation a été finalement faite? Non, naturellement. On ne peut pas durer autant, sinon ça va devenir faite hier. Sinon ça va devenir une confiscation. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Clin d'œil à tous les militants de la Ligue démocratique pour le changement. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Le Grand Jury. Général Senko, votre regard sur la composition du jury de ce soir? Ça me convient parfaitement. Ce n'est pas la première fois que je viens sur ce plateau. C'est toujours un plaisir renouvelé d'être là et c'est un exercice qui me plaît beaucoup et j'essaierai de me plier aux exigences de cette émission. D'accord. Chana, nous avons le général Senko. Oui, c'est bon de l'avoir. Cet après-midi, j'étais à un mariage religieux et quelqu'un m'a dit qu'il a vu que Senko doit être notre invité. Et il m'a dit que c'est un intellectuel, l'un des plus grands intellectuels de l'armée contemporaine. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. Tu ne savais pas? Il me dit qu'il est structuré, il est compétent. C'est un Saint-Syrien, comme on le dit. Il est structuré, il est compétent et il ne porte pas de gants pour dire ce qu'il pense. Donc voilà, ça résume vraiment l'homme que nous avons devant nous et je suis vraiment content de l'avoir en face et de pouvoir confirmer ce que j'ai appris cet après-midi au cours de ce mariage. Il s'agit du mariage de la fille de notre ami Ben Wahab. Sauf que ce n'est pas, ce n'est pas votre première fois de le recevoir. Ce n'est pas notre première fois, mais c'est la énième fois, pourrais-je dire. Et je pense qu'aujourd'hui, ce serait mieux de tenter de découvrir l'autre facette de... C'est ça. Encore, les enjeux ne sont pas les mêmes. C'est pas c'est pas le même environnement politique, je trouve. Avec un autre général comme Premier ministre, la donne pourrait changer. D'accord. Keita? Oui, effectivement. Nous tes préjugés sur l'homme? Nous avons beaucoup de fois... Bon, vraiment, ils sont positifs. D'accord. Nous avons beaucoup de fois réussi. Je pense autant de fois aussi acquitté. Si je m'abuse, ça veut dire qu'il est d'une certaine constance. Et moi, je voudrais surtout saluer vraiment son courage d'être là dans le contexte que nous connaissons. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, Monsieur le Président, que nous manquons de moins en moins d'invités. La presse est privée de sources à cause de cette chape de plomb qui pèse sur nous depuis un certain temps. Et dans le cas de Djoliba TV News est le plus illustratif. Donc quand nous recevons vraiment un homme aussi courageux que le général Senko, de venir vraiment se prêter à nos questions à un moment où certains peuvent risquer d'être en prison à cause de leur opinion, c'est vraiment quelque chose à saluer. Donc en plus des qualités que Chana a développées, moi j'y ajoute aussi son courage
de dire ses idées dans les contextes les plus difficiles. Et je pense qu'on va revenir certainement avec les coups de gueule de Chahana sur cette situation que nous vivons. Il va peut-être nous allons mieux le développer vers la chute de cet entretien que je crois que je prophétise vraiment très intéressant pour les téléspectateurs et les auditeurs de notre chaîne, à cause vraiment surtout aussi de sa longue absence sur la scène publique aussi. Général Sinko, vous êtes un homme politique, président des partis. Au moment où vous comparaissez devant nous ce soir, une chaîne de télévision malienne, je vais nommer Djoliba TV aujourd'hui, en tout cas est fermée sur décision de la haute autorité de la communication. Vous, comment vous avez acquis cette nouvelle de la fermeture de Djoliba TV en tant que président du parti? Notre position sur la liberté d'expression, la liberté d'association, l'indépendance des médias ne fait pas de doute. Nous défendons la liberté d'expression. Nous défendons la liberté pour les médias de couvrir les activités et aux journalistes d'exprimer librement leurs pensées. Je pense que c'est défini dans la Constitution, c'est codifié dans différents textes, donc cela ne fait pas de doute. Maintenant, Djoliba TV, je pense que, sauf erreur de ma part, qu'il y a une médiation qui est en cours. Oui. Nous osons espérer que cette médiation va permettre à cette chaîne de télé de continuer ses activités. Maintenant, comme j'ai dit, encore une fois, nous sommes fermement pour la liberté d'expression que les médias. De toutes les façons, sans médias, il n'y a pas de démocratie. Sans médias, il n'y a pas d'information. Et comment imaginer au XXIe siècle qu'on puisse priver les médias d'évoluer dans l'espace public? Donc ça ne se conçoit pas. Donc pour nous, la fermeture des médias de Djoliba TV, si ça se confirme, ce sera en particulier pour cette chaîne qui est très très écoutée ici au Mali, en dehors du pays, ce sera un recul pour les moyens d'information que nous, Maliens, nous avons. Donc, encore une fois, notre position est très claire par rapport à ça. C'est la liberté totale d'information pour tout le monde. Votre position est claire sur ça, mais nous n'avons pas entendu votre parti faire un communiqué ou condamner. Parce que quand on parle de Djoliba TV News aujourd'hui, il s'agit de parler de liberté. Et vous n'êtes pas sans savoir que 11 leaders politiques aussi croupissent en prison. On ne vous a pas non plus entendu. Qu'est-ce qui explique votre silence? Oui, je pense que c'est d'ailleurs une des raisons. Je me dis peut-être que vu la multiplicité des moyens de communication aujourd'hui, peut-être que certains ont du mal à suivre nos activités. Sinon, systématiquement, quand il y a des choses d'intérêt public, nous, en tant que parti politique, nous nous prononçons. Quand il y a eu l'arrestation des 11 leaders politiques, à l'époque, on a communiqué. Et ensuite, quand l'affaire a été judiciarisée, nous, à notre habitude, une fois qu'une affaire est entre les mains de la justice, on évite de communiquer beaucoup parce que nous avons tout le temps dit que nous faisons confiance à la justice malienne. Et pour ce qui concerne en particulier les 11 leaders politiques qui sont détenus, nous espérons que très rapidement que la justice fera le travail qu'il faut pour que les Maliens puissent connaître la vérité et que le droit soit dit. C'est ce que nous disons. Ouais, ce que vous n'avez pas dit, peut-être sur les 11 leaders vous avez parlé, mais on ne vous a pas entendu parler de la pertinence même de la mesure de suspension qui a été levée du reste. Et rien ne prouve que c'est la même mesure ne va pas rebondir un jour. Parce que les équivoques juridiques que ça soulève n'ont pas été levés par la justice. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette mesure même d'interdiction et comment vous l'avez vécu, vous, en tant que parti? En fait, c'est la démocratie au Mali depuis 1991, la conférence nationale qui a consacré la liberté, le multipartisme intégral et qui a codifié la charte des partis politiques, etc. Ça dit qu'il y a une liberté totale d'activité politique. Et quand il y a eu la mesure de suspension, nous faisions partie de ceux qui ont dit que
en réalité que le ministère ne pouvait pas suspendre les activités des partis politiques. Vous êtes ancien ministre de l'administration territoriale, de passage, il faut voilà. le rappeler. Donc maintenant, il y a eu des mesures, et après, comme j'ai dit, avant la suspension, il y a eu l'arrestation des 11 leaders politiques. Non, c'est non, après la suspension. Oui, après la suspension. Parce qu'ils se sont réunis dans le cadre pour dénoncer cette suspension d'ailleurs. Ok. Donc, ils sont réunis pendant que la suspension courait. Oui. C'est ce qui a justifié d'ailleurs leur arrestation. Parmi les chefs d'accusation, déjà, on parle de l'opposition à l'autorité légitime. En tout état de cause, comme je dis, les dossiers maintenant entre... Ce n'est pas le dossier. Le dossier est levé, mais la mesure même a été levée. Le décret de suspension a été levé. Mais les gens continuent de croupir encore en prison. Cela n'a rien à voir. Mais ce qui intrigue et inquiète, c'est qu'en réalité, la justice n'a pas tranché cette question dont vous venez de parler, que le ministère de l'Administration n'a pas le droit. Donc, la mesure peut revenir à n'importe quel moment. Non. Donc, non, chacun peut avoir son point de vue, son opinion, se faire sa religion de ce qui s'est passé. Donc, vous l'avez observé, cette mesure, à votre temps. Mais comment vous l'avez vécu? Vous l'avez observé? La mesure de suspension? Je viens sur ça. On va terminer avec les 11, ensuite on vient à autre chose. Maintenant... Moi, je n'ai pas posé de questions sur les 11, j'ai posé des questions sur la suspension. Certainement, il n'a pas terminé avec les 11. Allez-y. Allez-y. Une fois que c'est entre les mains de la justice, parce qu'il y a contestation, et l'administration a fait des communiqués, il y a eu des déclarations de part et d'autre. Il y a contestation, comment? Ce n'est pas la contestation qu'on est en train de juger. Oui. La contestation, la justice a dit non, qu'il ne se prononce plus là-dessus, que c'est sans objet. Maintenant, ils sont en train de juger la violation de la mesure qu'ils sont en train de juger. Oui. C'est ce qui est en cours, c'est ça la procédure en cours. Cela n'est pas la contestation. Ils sont détenus par qui? Par la justice. Et alors? Donc c'est à la justice de se prononcer. La justice est déjà prononcée. Est-ce que vous comprenez, monsieur? La justice est déjà... Autrement, ils ont été déjà jugés. Non, pas ça. La Cour suprême s'est prononcée sur le décret. Oui, le décret, parce qu'il y a eu le décret a été poursuivi. Maintenant, leur acte de se réunir en période de suspension, c'est ce qui n'a pas été tranché. C'est pas la même chose, c'est différent. Mais ça n'a pas été tranché, c'est entre les mains de la justice. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ok, monsieur le ministre. Je ne fais pas confiance à la justice de mon pays. Je dis je fais confiance à la justice de mon pays. C'est un acte républicain. Donc je fais confiance à la justice et on laisse la justice faire suivre son cours. Allez-y, monsieur le Président. Oui. Actualité oblige. Que pensez-vous du limogeage de Choguel Kokala Maïga avec lequel vous avez fait le M5 RFP et vous aviez à l'époque demandé un certain nombre de choses? Il y avait des doléances. Il a été votre Premier ministre pour mettre en œuvre votre vision, la vision du M5, j'allais dire. Il a été limogé. Et aujourd'hui, la présence d'un Premier ministre général de son État. Que pensez-vous de ces deux cas? Le limogeage et un Premier ministre général? Je pense que Choguel Maïga, à ma connaissance, ou c'est ce qui s'est dit, a été l'un des premiers ministres qui a le plus duré en poste. Après Ibeka. Après Ibeka, voilà. Donc, c'est presque plus un de 3 record ans de longévité. Donc, dans l'histoire politique du Mali, on ne peut pas dire que, voilà, il a eu le temps. Il a eu le temps. Et le bilan que je fais un peu de ces 3 ans, je suis tenté de dire que c'est un bilan mitigé. Un bilan mitigé, une façon assez diplomatique de dire les choses. Maintenant, il est parti. Oui, mais est-ce que les conditions de son départ déjà, comment vous avez vécu les conditions de son départ, votre regard? Les péripéties oui, il a fallu qu'on enregistre des marches partout au Mali pour que le président... Que lui-même prête le flanc avec un discours qui attaque... De rupture, hein? À mon avis, ça a été un choix délibéré. Oui. Ça a été un choix délibéré que je respecte. Il a organisé un meeting, il avait un message à faire passer, il a essayé de faire passer un message. Il a même fixé un agenda, il s'est fixé un agenda et une mission pour les jours et semaines à venir. Je le souhaite tout le meilleur dans ses nouvelles fonctions et dans ses nouvelles missions. Et je lui souhaite vraiment beaucoup de succès et beaucoup de réussite. Maintenant, il est parti. En regardant vers l'avenir, un nouveau Premier ministre est venu. On souhaite plein succès à ce nouveau Premier ministre, qui d'ailleurs n'est pas aussi nouveau que ça, parce qu'il a assumé la fonction pendant 3 mois ou 3 mois et demi, quand le sortant était indisponible. Donc je me dis, c'est une sorte de continuité. Oui, sauf, et même quand on regarde l'équipe... Général, sauf que son arrivée aussi consacre la militarisation totale de la transition. Cela ne vous... Alors, les militaires ne constituent pas une espèce à part, c'est des Maliens, à mon avis. Et opposer civils et militaires, je pense que dans le contexte actuel, ça pourrait être assez dangereux.
considérant que, est-ce que c'est un Malien Sinon, ça peut compétent? paraître comme une sorte de confiscation aussi. Non, on est dans une transition qui, déjà à sa source, a été parachevée par les militaires et puis qui est conduite depuis par les militaires, accompagnés par d'autres civils. On espère une fin prochaine de cette transition par des élections apaisées, transparentes. Vous connaissez Abdoulaye Maïga, est-ce que vous pensez qu'il a le profil du poste? Je pense qu'il peut mener à bien le bateau de la transition jusqu'à son terme, c'est-à-dire les élections que je souhaite avoir en 2025. On va parler de sa lettre de cadrage. Non, oui, je vais venir. On va en parler. Et surtout, comme j'ai dit, il n'est pas aussi nouveau que ça. Il est ministre de l'Intérieur quand même, qui est un poste très très important dans tout gouvernement, qu'il exerce depuis le début de la transition. Donc il a eu le temps de voir, de comprendre, d'exercer et d'avoir l'envergure pour le poste. Et quand il a fait 3 mois à ce poste, à mon avis, il a bien tenu la maison. Donc, à mon avis, il a le profil qu'il faut pour tenir le poste et pour faire de bons résultats. Et comme je dis, je lui souhaite plein succès. Monsieur le Président, oui. La dichotomie dont vous parlez, c'est-à-dire opposer militaire et civil, ça ne vient pas des civils. Ça vient quand même d'un pouvoir militaire. C'est eux qui sont en train de faire cette dichotomie, de séparer les civils, puisque ce n'est pas seulement les institutions qui sont toutes couvertes par cette militarisation dont il parle, mais aussi l'administration. Partout, ce sont des préfets, des sous-préfets militaires. Là où on a besoin vraiment de l'armée au fond, on voit l'armée dans l'administration, vraiment ça ressemble à quelque chose auquel les Maliens ne sont pas quand même habitués. Voilà, effectivement, est-ce que ce n'est pas un recul, non seulement de prolonger une transition qui devait avoir pris fin depuis les 18 premiers mois de son avènement, mais qui continue, qui se prolonge, et au fur et à mesure, avec même une violation de l'esprit de la charte de la transition. Oui, avec partout des militaires. On sait qu'il y a un esprit de corporatiste peut-être qui vous anime en parlant de cela. Mais en réalité, c'est évident, on n'a jamais vécu ça. On n'a vécu ça que sous peut-être les 10 premières années de Moussa Traoré. D'accord, il va comment c'est quand même justifiable que par le seul fait de ne pas opposer les civils aux militaires? Oui. En fait, j'explique. On est dans une transition, c'est bien compris. Oui. La transition a eu les difficultés. Qui se prolonge, il vaut mieux le dire, qui n'est pas vraiment comme une transition comme les autres. Nous avons été les premiers à dire que la transition devait durer 18 mois et qu'au-delà des 18 mois, ce ne serait pas normal. Donc là, c'est clair, par rapport à la durée de la transition, nous avons tout le temps demandé à ce qu'on aille aux élections le plus rapidement possible et notre position n'a pas changé par rapport à ça. Et c'est ce que nous demandons encore aujourd'hui. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y avait un premier ministre civil. Je pense que dans le remaniement, il n'y a pas eu de nouveaux militaires à l'intérieur. Il y a eu des ajustements. Et le fait que quelqu'un qui avait déjà assumé ce poste, je pense que ça a été une décision sage. Et je pense que l'homme qui a été mis là, sincèrement, je pense qu'il a le profil et l'expérience, au moins récente, de la période de la transition avec une connaissance de l'intérieur pour conduire le reste. Il aurait été peut-être hasardeux. Vous avez plaidé pour une transition civile. Pour là, vous avez plaidé pour une transition civile. Parce que quand vous avez dit que la transition effectivement, vous avez plaidé pour une transition civile. Non, c'est-à-dire que vous faites partie des gens qui ont plaidé pour une transition civile. La charte de départ. Dans toutes les alliances qui sont opposées à la prolongation. La charte de départ. Vous avez plaidé pour une transition civile. La charte de départ, tout le monde était pour une transition civile et c'est ce qui était convenu avec la CEDEAO. C'était clair. Un premier ministre civil, un président de la transition civile, c'était clair. Oui. Ensuite, il y a eu les événements qui ont suivi, qui a changé la donne. Et cette nouvelle évolution a été aussi actée et acceptée. Et donc vous vous en accommodez. Il faut dire que c'est une nouvelle évolution. Vous vous accommodez. Bien sûr, il faut avancer. Monsieur le Président, le Président a donné des directives au nouveau gouvernement. Et parmi les directives, ce qui a surtout retenu l'attention de la classe politique, c'est la tenue des élections. En tant qu'ancien ministre de l'administration territoriale et connaissant le pays et connaissant le dispositif
et matériel, tout ça, est-ce que vous pensez qu'au cours de l'année 2025, avec une réelle volonté politique, on peut aller aux élections? Les élections, c'est d'abord un consensus autour d'un processus. Le ministre de l'administration territoriale, au début de la transition, il y a eu un exercice qui a consisté à convoquer les partis politiques, à changer la loi électorale, à mettre en place les dispositifs qu'il fallait pour aller aux élections. Il y a eu un consensus autour, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. Jusqu'à ce qu'il y ait le changement de Premier ministre, ensuite on est rentré dans une nouvelle phase. Et ce que j'ose espérer, c'est que là, avec encore le changement de Premier ministre, qu'on va revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire que savoir que la transition est une période de courte durée et que plus ça se prolonge, plus on rentre dans une zone grise que personne finalement ne maîtrise. Donc il serait souhaitable que 2025, quelles que soient les difficultés, je dis bien quelles que soient les difficultés, parce que les difficultés ne vont pas manquer. Il y aura un défi sécuritaire, il y aura un défi logistique, il y aura peut-être même le nerf de la guerre. L'atmosphère politique, le climat politique ne serait peut-être pas apaisé. Mais quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, nous sommes convaincus et nous souhaitons vivement que 2025 soit l'année des élections. Parce que mieux vaut des élections imparfaites, mais qui nous permettent de franchir un cap. C'est-à-dire que demander au peuple malien qui sont les leaders ou les groupes de leaders qui souhaitent voir à la tête de l'État pour les 5 années à venir, que de rester dans une situation où le peuple au nom duquel on exerce le pouvoir, où ce peuple est ignoré. Donc nous voulons vivre dans un pays démocratique, la Ligue démocratique pour le changement. Donc notre choix est qu'on donne la parole au peuple, même dans les conditions les plus difficiles, pour que le peuple s'exprime et que cette volonté du peuple soit respectée. Dans ces conditions, s'il te plaît, dans ces conditions, est-ce que vous pensez que le président de la transition actuelle, Assimi Goïta, doit ou peut être candidat? C'est pas ce que moi je pense, c'est ce que la charte dit. La charte dit qu'il ne peut pas être candidat. C'est aussi simple que ça. C'est pas moi. La charte n'est pas modifiable. La charte n'est pas modifiée pour le moment. La charte n'est pas modifiée, c'est ce que la charte dit. Non, c'est ce que la charte dit que ce n'est pas modifiable. Je voudrais que lui le dise. Il y a un article qui dit que la charte n'est pas modifiable en ce qui concerne cette disposition-là. Oui. Je voudrais que lui le dise. Merci pour la précision. Voilà. Merci pour la précision. Allez-y, Keïta. Donc il n'y a pas de polémique à ce niveau. Donc vous pensez que le degré d'imperfection dont vous parlez ne doit pas inclure cet aspect-là? Non, peut-être imperfection. Vous dites qu'il vaut mieux organiser des élections. Il vaut mieux parler des difficultés, parce qu'en réalité, une élection n'est jamais parfaite. Oui, effectivement, vous avez organisationnelle. Voilà, ça fera partie des difficultés, puisque selon toute évidence, ce qui se dessine aujourd'hui, c'est qu'il y aura peut-être des manœuvres, des manipulations pour que tout le monde est en train d'œuvrer. Surtout les chefs traditionnels déjà. Les chefs traditionnels, tout le monde est en train d'œuvrer pour que le président de la transition soit arbitre et joueur à la fois de cette compétition. Je peux pas dire. Donc, est-ce que vous pensez que le degré d'imperfection dont vous parlez, ou bien des difficultés sont des difficultés, cette difficulté-là a été une difficulté surmontable? Je ne peux pas dire ici que je suis pour la liberté d'expression et de pensée et dire que ça me choque que dans le pays, que certaines personnes disent qu'ils souhaitent la candidature du président de la transition. C'est leur vœu, c'est leur souhait. Ils ont le droit de l'exprimer. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ils doivent l'exprimer, d'accord. Mais je dis, l'exprimer et le rendre effectif. Ça fait deux. Mais voilà, bon, quand on va franchir, maintenant, on risque de franchir cette étape-là, avec beaucoup de clivages, puisqu'il y a des gens qui seraient forcément contre. Est-ce que vous pensez que ça fait partie des difficultés surmontables? Avec des si, on peut imaginer beaucoup de choses. Oui, mais effectivement, ce sont des hypothèses. Oui. Les si, ça fait partie des raisonnements. Hein. Les si ne font... Je ne sais pas pourquoi on dit... Ça fait partie de la démarche du raisonnement. Avec si, on pourrait mettre Paris dans une mais c'est clair. C'est des hypothèses qu'il ne faut pas exclure. On nous a souvent dit ça, mais les mêmes choses pour lesquelles on l'a dit se sont réalisées. Oui. C'est-à-dire que la politique fiction, c'est... Ce n'est pas de la fiction, ce sont des hypothèses. Et tant qu'on ne se projette pas dans l'avenir, on ne peut pas anticiper les choses en politique. Et partout d'ailleurs, il faut se projeter dans l'avenir. Par ailleurs, vous, personnellement. Si vous le permettez, il y a un texte qui encadre la transition.
la charte de la transition. Dans un pays, s'il y a une constitution, une charte qui encadre une transition, pourquoi veux-tu que je ne puisse pas m'appuyer sur cette charte et cette constitution pour dire que le président de la transition n'est pas candidat? Moi, je reste... Maintenant, si vous voulez que je parle avec des si, ce sera là. C'est clair, on va parler avec des si, puisque donc ce sont voilà, des hypothèses. Les Maliens ne comprendront rien. Pas exclu dans les hypothèses ne sont pas exclues dans le raisonnement. Oui. Effectivement. Donc, le jour où on sera dans cette hypothèse, on avisera. Voilà, c'est là, peut-être, ça peut venir un peu trop tard, la position qu'on aura. Mais vous, on sait que vous avez démissionné de l'armée pour vous conformer justement à ces choses-là, pour être éligible. Oui. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas en train de regretter d'avoir démissionné pour des choses qui sont pratiquement en train d'être banalisées? Non, pas du tout. Parce que si ça se réalise de la façon dont ça se dessine, non, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, je suis un homme heureux et comblé. Si c'était à refaire, je le referais de la même façon. Ce que je fais aujourd'hui, je pense que c'est 10 fois plus important que ce que j'aurais pu faire si j'étais resté dans l'armée. Aujourd'hui, je suis sur le terrain, je vois et je comprends la souffrance des Maliens, les vœux des Maliens, les souhaits des Maliens. Et au quotidien, nous travaillons pour améliorer notre projet de société, offrir des solutions aux Maliens. Vous pensez que le chef d'État aussi militaire n'est pas en train de faire la même chose que vous êtes en train de faire, vous, civil? Vous avez parlé de moi. Oui, effectivement, je je dis, c'est pourquoi je dis. Donc, vous m'avez demandé si je regrette. Voilà, je regrette. Si vous regrettez, vous ne regrettez pas parce que vous aurez pu le faire en état militaire aujourd'hui. Non. La situation prouve qu'on peut le faire en état militaire. Allez-y, Chara. Monsieur le Président. Non. Les Maliens nous écoutent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas encourager. Il peut y avoir des situations d'exception, mais l'exception ne doit pas être la règle. C'est-à-dire que quelqu'un qui est militaire, qui veut faire de la politique, les statuts des militaires ne l'autorisent pas. Il quitte l'uniforme, après, voilà, il est libre de faire ce qu'il a envie de faire. C'est ça. Donc, au lieu de quoi? Au lieu de quoi? Donc maintenant, il ne faut pas encourager l'exception. Allez-y. Donc, vous confirmez, c'est-à-dire l'hypothèse émise par Draman Keïta, on a vu dans le temps, le général Amadou Toumani Touré, paix à son âme, pour être candidat, a démissionné de l'armée. Vous-même, parce que vous aviez eu des ambitions politiques, vous avez démissionné de l'armée. Donc aujourd'hui, si Assimi devrait avoir demain après demain une ambition politique, il doit démissionner aussi de l'armée. C'est ce que vous nous expliquez. C'est ce que le statut des militaires dit. Le statut ne dit pas autre chose. Donc si on doit respecter les textes de la République, c'est comme ça que ça doit se passer. Et bien voilà. Il n'y a pas de polémique. Allez-y, Chana, continuez. Voilà. D'accord. Maintenant, on sait que nous sommes dans une... Allez-y, Chana, allez-y. Nous sommes dans une situation sécuritaire très délicate qui a fait que l'armée a conquis Kidal. Est-ce que vous avez confiance en l'armée et en la conquête du territoire, c'est-à-dire ce qu'on a conquis? Est-ce que vous pensez que notre armée peut conserver les territoires conquis? Il y a plusieurs choses. On va essayer de scinder. La première des choses, il y a la lutte contre le terrorisme. En fait, qui est une guerre sans fin. Sans fin. Qui est une guerre sans fin. Donc, pensez que demain matin, ou dans un mois, dans 6 mois, ou dans un an, on va se réveiller, il n'y a plus de terrorisme, tout est fini. Ça, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Même les avions sophistiqués, là, non, ne peuvent pas les drones, tout ça. La lutte contre le terrorisme, la guerre contre le terrorisme, c'est une lutte sans fin. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut que les Maliens se préparent et acceptent l'idée que cette guerre, on est parti peut-être pour plusieurs années, ok, avant qu'on puisse maîtriser, canaliser et peut-être même accepter de vivre avec. Donc, il y a ça. Donc, pensez que, parce qu'il y a un attentat ici, il y a une attaque par là, dans le cadre terroriste, que ça veut dire que l'armée a des difficultés ou que le territoire n'est pas contrôlé. Non, 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 c'est pas ça. Il y a cet aspect. Il y a les autres aspects, c'est-à-dire qui concernent la rébellion et d'autres formes. Donc là, il y a un processus qui était en cours, qui a été interrompu. Il y a un nouveau processus qui est en train d'être, je ne porte pas de jugement de valeur, il y a un autre processus qui est en train d'être porté, qui
va peut-être permettre à ce que, dans un processus de dialogue, de discussion, qu'on puisse avoir l'administration sur l'ensemble du territoire malien. Maintenant, au-delà de ça, il y a des poches aujourd'hui, des villages qui sont devenus imperméables à l'administration parce que, et là, c'est des situations vraiment où les populations souffrent énormément. Donc, ces cas particuliers, bien évidemment, il faut des solutions spécifiques à ça pour briser le taux, pour permettre à ces populations de revenir dans la République. Parce qu'aujourd'hui, ces populations aujourd'hui sont coupées de la République et vivent sous le joug des gens qui se moquent de la République, etc. Et donc, bien évidemment, il faut que l'armée, et par d'autres méthodes, puisse arriver assez rapidement à ce que ces villages, petit à petit, puissent revenir dans la République. Mais pour ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, il faut que, voilà, on se dise, il ne faut pas donner une mission à l'armée qu'elle ne peut pas assumer tout de suite et maintenant. Donc il faut s'attendre, comme j'ai dit, à des délais longs. Pourtant, c'est la mission que l'armée s'est donnée. Elle dit tout de suite et maintenant. Tout de suite et maintenant. C'est pour cela, d'ailleurs, ce n'est pas pour le contrôle dont vous dites aujourd'hui que l'essentiel des ressources budgétaires vont à l'armée et à la sécurité. C'est pour justement lutter contre ce que vous dites. L'essentiel des ressources vont à cette... Est-ce qu'on peut convenablement dire qu'on contrôle, qu'on a l'intégrité du territoire quand, comme vous l'avez dit, vous l'avez évoqué, certains villages continuent à payer un tribut, par exemple, aux djihadistes. Comme vous l'avez dit, l'administration n'est pas là, la justice n'est pas là, c'est d'autres forces, d'autres États, pratiquement, qui gèrent ces territoires-là. Est-ce que raisonnablement on peut parler de conquête, d'effectivité de l'intégrité territoriale telle qu'on l'entend partout dans cette situation-là? Oui, mais l'armée, le Mali, l'État n'a jamais renoncé à ces territoires, n'a jamais abandonné ces territoires, même si, comme j'ai dit, pour beaucoup de ces villages, contraints et forcés, aujourd'hui, ils sont coupés du reste de la République. Oui, l'armée a le devoir de protection de l'ensemble des citoyens, quelle que soit leur position. Alors, vous croyez... protection, non, mais c'est une évidence. Et je vous l'ai dit, et l'armée se donne aujourd'hui elle-même les moyens de le faire, puisque vous voyez dans quelle proportion les budgets sont orientés pour cette lutte-là. Non, c'est pas une question. Si après tout ça, on constate qu'il y a des déplacements massifs de gens, il y a des villages qui ne parviennent pas à faire leur activité convenablement, des villages qui payent la dîme, le tribut, les impôts, si vous voulez dire, à des djihadistes, c'est qu'on peut remettre en cause quelque part ce qu'on entend toujours désormais que l'intégrité du territoire est effective. Il y en a qui voient la bouteille à moitié vide, il y en a qui voient la bouteille à moitié pleine. Et vous la voyez à moitié pleine? Bon, moi, je suis plutôt optimiste. Il y a des actions sur le terrain. C'est difficile, c'est compliqué. Il ne faut pas oublier que le Mali, ça fait 1 240 000 km². Le territoire est vaste. Et même si on mettait peut-être tout le budget malien à la disposition de l'armée, ce ne serait peut-être pas suffisant. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans nos discours, nous disons que le tout militaire n'est peut-être pas ce qu'il faut privilégier. Parce qu'aujourd'hui, entretenir une armée et conduire une guerre sur des années, ça coûte excessivement cher. Et pour qui connaît l'état de l'économie malienne aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une armée forte quand l'économie est presque à genoux? Donc ça veut dire que nous devons être imaginatifs. Comment combiner l'action militaire à d'autres types d'actions qui nous permettront de sortir de ce piège. Allez-y, Chana. Vous pensez que c'est une erreur de sortir par exemple de l'accord? Parce que, effectivement, ça nous amène quand même vers là. On sait que vous avez travaillé sur l'accord issu du processus d'Alger. Vous avez travaillé sur l'accord et en tant qu'officiel. Surtout l'accord préliminaire. En tant qu'officiel, aujourd'hui cet accord a été déchiré. Est-ce que vous pensez que nous avons une alternative crédible par rapport à l'accord? Même quand c'est difficile, il faut essayer. Je n'étais pas officiel sur l'accord d'Alger, c'était plutôt sur l'accord de Ouaga. Et voilà, mais c'est la suite logique. En fait, on est rentré... L'accord d'Alger vous a pas trouvé au gouvernement? Non, j'étais sorti. L'accord d'Alger a vécu.
il ne faut pas revenir en arrière. Comme je dis, il y a de nouvelles initiatives qui sont proposées et il faut travailler ensemble, l'ensemble des Maliens, pour faire évoluer ces initiatives et permettre à ce que ces initiatives puissent permettre de rassembler. Ce que vous avez en train de la charte pour la paix et la réconciliation. Ce que vous êtes en train de proposer comme, comme diversification des ressources. Est-ce que vous pensez que cette initiative-là, ce processus, cette nouvelle procédure-là, ce nouveau processus qu'on a engagé, prend en compte ce que vous êtes en train de va prévoir ça obligatoirement. Déjà, même dans l'accord d'Alger, il y avait ça. Il n'y avait pas que des volets militaires, il y avait des volets économiques, infrastructures, développement et même réorganisation territoriale. C'était tout un ensemble. Et voilà, c'était tout un ensemble. Mais maintenant, il y a eu des difficultés d'application. Qui a raison, qui a tort, le débat n'est pas à ce niveau ce soir, mais il y a des difficultés d'application. L'accord n'a pas tenu. Maintenant, on est dans une nouvelle dynamique. J'espère que cette dynamique va nous permettre de nous rapprocher de la paix. Et parce que tout ce que les Maliens demandent aujourd'hui, c'est la paix. Et voilà, il faut aller vers la paix. Oui, Monsieur le Président, et bientôt, nous ne serons plus des citoyens de la CEDEAO. Nous serons dans l'espace AES. Il y a des difficultés qui pointent à l'horizon. Et êtes-vous optimiste? Le Mali ne va pas changer de géographie. Qu'on sorte de la CEDEAO, qu'on reste au sein de la CEDEAO, nous serons obligés, condamnés à coopérer avec les pays de la CEDEAO. Notre avenir est lié à l'avenir des pays de la CEDEAO. L'AES, on était déjà dedans, peut-être qu'il n'y avait pas l'appellation AES. Peut-être qu'il n'y avait pas l'appellation AES. Donc autant nous avons besoin du Burkina et du Niger, autant nous aurons besoin demain de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Guinée, du Ghana, du Togo. Est-ce que vous approuvez ce choix politique? Nous avons été clairs, nous sommes pour l'intégration, nous sommes pour les plus grands ensembles. Nous avons tout le temps dit que sortir de la CEDEAO n'est pas notre choix et que ce n'est pas forcément ce qu'il faut pour le Mali en ce moment. Mais ceci dit, quel que soit ce qui va arriver au mois de janvier, je pense que la CEDEAO s'est réunie pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. À mon avis, aujourd'hui, nous, on ne gagnerait pas grand-chose à quitter la CEDEAO. La CEDEAO aussi, sans le Mali, le Niger et le Burkina, je ne sais pas si ça va encore s'appeler la CEDEAO. Il y a quelque chose qui va manquer. Et comme j'ai dit, ces peuples ont toujours vécu ensemble depuis des centaines d'années, sinon voire plus. Et ces peuples sont condamnés à vivre ensemble. Qu'est-ce qui va se passer concrètement si on doit quitter la CEDEAO au mois de janvier? On va rentrer dans un processus de négociation qui va aboutir peut-être à peu près aux mêmes choses. La libre circulation des biens et des personnes. Imaginez aujourd'hui qu'on dise à un Malien que pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller au Sénégal, pour aller au Ghana, ça commence déjà avec les difficultés de l'accès biométrique. De quoi s'interroger sur la pertinence de la mesure de nous retirer de la CEDEAO, ce que vous avez dit, si on doit revenir sur la mesure. C'est ce qu'il a dit. Nous avons dit que nous pensons que, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, se retirer de la CEDEAO, ce serait un gâchis. Et voilà, il faut rester au sein de l'ensemble. S'il y a des difficultés, s'il y a des incompréhensions, il faut les discuter. S'il y a des évolutions à faire. De toutes les façons, la CEDEAO, quand ça a commencé il y a 50 ans, il y a eu beaucoup d'évolutions, il y a eu peut-être beaucoup de ratés. Absolument. Mais ce n'est pas à cause de ça que les pays ont décidé de quitter. Mais on a eu une situation, c'était l'année dernière, enfin cette année, voilà, où les 3 pays ont décidé de quitter pour des raisons qui sont propres à ces pays. Mais nous, en tant que parti politique, nous pensons que nous devons rester au sein de l'ensemble sous-régional et corriger les insuffisances qui peuvent exister à ce niveau. Cinco, président du Mali en 2025 à l'issue du scrutin présidentiel, est-ce que vous allez nous faire revenir dans l'espace CEDEAO? Nous n'avons pas encore quitté la CEDEAO et j'espère vivement et honnêtement qu'on reste au sein de la CEDEAO et que si les Maliens me font confiance en 2025, qu'on sera encore dans la CEDEAO. Sinon, nous sommes un fervent partisan de l'intégration sous-régionale et continentale. Monsieur le Président, vous avez joué un grand rôle dans une transition en 2012-2013 et vous avez aidé vraiment à quitter la transition à l'époque. Vous étiez au centre même de ces démarches pour organiser la fin de la transition. Je dis, si vous devez faire un parallèle
Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il y a entre cette transition et votre transition et la transition qu'il y a aujourd'hui? Et pour vous, et selon vous, pourquoi la même diligence n'est pas au rendez-vous? Comparaison n'est pas raison, mais je pense que on s'était fixé très peu d'objectifs, qui étaient de dire qu'il y a un processus démocratique qui a déraillé et qu'il faut remettre le plus tôt possible sur les rails. On s'est attelé essentiellement à ça. Mais je pense que pour la transition qui est en cours, par exemple, on a mis beaucoup de focus sur la sécurité. Surtout, on a entendu pendant plusieurs mois, sinon, et d'ailleurs tout le temps, que sans sécurité, voilà, il faut oublier tout le reste. Donc je pense que ça a été le piège dans lequel est tombée la transition et elle a du mal à en sortir. Parce que comme je l'ai dit, la lutte contre la transition, c'est une guerre sans fin. Sans fin. Donc voilà, un peu pour prendre quelques éléments, ce que je peux dire. En 2012, on ne s'est pas dit sans sécurité, on ne fait pas ça, sans ceci, on ne fait pas ça. On s'est dit, la préparation des élections, on l'a commencé avant la libération des régions. On était presque prêts avant la libération des régions. Et donc, quand les régions ont été accessibles, sous occupation il fallait djihadiste. tout simplement dérouler le processus. Cette transition était moins souverainiste que l'actuelle transition. Est-ce qu'il n'y avait pas une différence de volonté de quitter la transition? C'est une question de vision. Non, c'est une question de vision. Comme j'ai dit, c'était... Convenez-en que pour sortir même d'une transition, il faut une véritable volonté politique quand même. Absolument. Ben, si la volonté politique n'y est pas, comment sortir d'une transition? Ben, je pense que les 8 axes, c'est ça que le président a défini. Oui, dans la lettre de cadrage. Voilà, donc peut-être que ça va nous permettre. Je pense qu'il a parlé des élections. Oui. Voilà, pour mettre fin à la transition. Ce n'est pas la seule fois qu'on parle d'élections. On nous a déjà parlé, d'élections une première présenter un calendrier. Présenter des calendriers. Après, il y a eu des reports, ce qu'on appelle des reports. Ce qui fait que, léger. Est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui vous donne, qu'est-ce qui prouve que les gages, selon vous, aujourd'hui, sont plus solides qu'hier? Bon, peut-être que l'équipe a un peu changé. Peut-être que c'est un indicateur. Voilà. Chana, pour votre dernière question, allez-y. La dernière question, Président. Vous êtes président d'une formation politique. Je voudrais savoir d'abord l'implantation de votre parti. Que pèse aujourd'hui votre parti? Et une question subsidiaire. La dernière fois, vous avez dit que jeune général en retraite, vous avez demandé où est-ce que vous tirez vos dividendes pour animer votre parti politique. Vous m'avez fait savoir que vous êtes au champ. Est-ce que le travail champêtre prospère? Est-ce que ça rapporte quelque chose, mon général? Malgré le manque d'aide au parti politique, puisque... le poids que représente notre parti politique, c'est difficile à évaluer. Très difficile à évaluer. En 2020, on a participé aux législatives. On a eu un député, ensuite il y a eu le coup d'État et puis c'est parti. Depuis, il n'y a pas eu d'élection. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'éléments de mesure. Tout ce que nous savons est qu'aujourd'hui, on a des cellules sur l'ensemble du territoire national. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a pas de région du Mali où on n'a pas un bureau. Il n'y a pas de cercle du Mali où on n'a pas un bureau. Il n'y a pas d'arrondissement du Mali où on n'a pas un bureau. Notre objectif... Oui, mais vous dites que vous avez un député en 2020. Hein, en 2020 déjà. Oui, mais ça n'a pas été confirmé par la Cour constitutionnelle pour rester légaliste. Hein. On parle des voix qui ont été comptées dans les urnes. Oui, mais vous faites confiance aux institutions de la République. La Cour constitutionnelle n'a pas... il parle des voix. Oui. Non, il parle de notre poids. Votre unique député n'a pas été confirmé par la Cour constitutionnelle. Mais attends. Donc ne le comptez plus, monsieur le républicain. Oui, non, c'était pour exprimer le poids. Voilà, c'est-à-dire que... voilà. Donc, maintenant, notre objectif, c'est que dans les 15 000 villages du Mali, qu'on ait un représentant dans chaque village. Et ça, c'est une tâche énorme. On n'a pas encore réussi à le faire. On travaille au quotidien pour que dans chaque village, qu'on ait un représentant. Si on arrive à faire ça, on s'est fixé comme objectif, on a 819 communes, d'essayer d'avoir un conseiller par commune.
voilà, un conseiller par commune. Donc ça veut dire quoi. Oui, au moins. Oui. Donc on a fixé en moyenne, voilà. Peut-être qu'il y aura des communes où on aura deux conseillers, des communes où on aura 0. Donc on a fixé la barre à 819 conseillers. Voilà. Si on a plus, c'est tant mieux. Si on a moins, ça veut dire qu'on n'aura pas atteint nos objectifs. Et bien évidemment, pour les législatives, à l'Assemblée nationale, avoir au moins un député. Il faut commencer par être présent à l'Assemblée nationale. Si on a 2, 3, 4, 5 plus, c'est tant mieux. Maintenant, les sénatoriales, comment ça va être organisé, il y a encore, il y a encore pas suffisamment d'informations autour de ça, mais c'est la même chose, que notre parti soit représenté au niveau du Sénat. Notre parti, jeune parti, bien évidemment, même les grands partis, on a aujourd'hui, nos activités sont limitées par la faiblesse de notre logistique, de nos finances. En fait, on a beaucoup d'activités, on est même submergé d'activités, mais on est obligé des fois de ralentir, d'arrêter, de reporter, parce que derrière, la logistique ne suit pas. Maintenant, ceci dit, vous avez parlé de l'agriculture, c'est une passion pour moi. Et ce n'est pas que pour essayer d'avoir des revenus supplémentaires. Ça m'aurait pas, ça m'apporterait rien aujourd'hui. J'essaierai quand même à la ferme parce que ça me donne de l'inspiration, ça me permet de réfléchir, ça me permet de me retirer des fois de Bamako, aller un peu en dehors de Bamako en brousse, trouver de l'inspiration, rentrer en contact avec ce qui nous entoure pour me permettre de continuer mes activités. Ça vous procure du mil, du maïs, de l'argent, tout ça là? On ne travaille pas pour rien quand même, la terre ne ment pas. Dites-nous ce que vous gagnez un peu dans cette... la terre. Tout se passe très bien pour moi. Dieu merci. Par la grâce de Dieu. Allez-y, tout se passe très bien. Question. La dernière question, je ne voudrais pas vraiment vous rendre jaloux de quoi que ce soit, mais vous aurez constaté vraiment que l'avènement de nouveaux généraux a vraiment fait couler beaucoup d'encre et de salive. J'interroge le connaisseur de l'armée que vous êtes, pas pour vous rendre jaloux de ceux que les autres sont devenus, et même si quelque part vous pourrez peut-être regretter de n'avoir pas atteint certains niveaux, mais on peut quand même vous interroger à savoir, nous édifier si les mécanismes d'accession à ces stades-là par des moyens exceptionnels, tel qu'on nous a dit, et si vraiment les mesures qui ont été prises sont conformes à ces mécanismes-là. Les conséquences pratiques de ces nominations. 1. Toutes les personnes qui ont été nommées soit étaient déjà des généraux ou ministres ou quand même à des hautes fonctions où ils ont des traitements équivalents ou supérieurs à des traitements de généraux. Donc ça veut dire que conséquences pratiques sur un plan purement financier, ça change. Pas d'incidence. Oui, ça change absolument rien. Ça c'est le premier aspect, conséquences pratiques. Deuxièmement, toutes les personnes qui ont eu des grades supérieurs élevés, ça n'a pas ajouté un grain d'autorité à l'autorité que ces personnes ont déjà. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Donc, en termes de conséquences pratiques, rien n'a changé. Un ministre qui est ministre de la Défense, qui soit capitaine, commandant, etc., ou qui devienne général 5 étoiles, ça ne change pas son autorité. Il est le chef de l'armée. Oui. Le président de la transition, qu'il ait 2 étoiles, 3 étoiles, il est le chef suprême de l'armée, il est le patron. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, conséquences pratiques, rien ne change. Donc maintenant, c'est quoi la différence? Donc quand il n'y a pas de différence, je me dis, il n'y a pas lieu de créer une polémique autour de ça. Donc pour nous, c'est même un détail ce qui s'est passé. Parce qu'en réalité, ça ne change absolument rien du tout. Il a parlé du respect de la réglementation militaire. Le mécanisme par lequel on accède, par le procédé exceptionnel dont on nous a parlé, les moyens exceptionnels. Il y a des gens qui sont venus, qui ont dit qu'il faut d'abord être ceci, il faut d'abord accéder à cela pour être un général d'armée. Et puis d'ailleurs, il faut reconnaître aussi que c'est la première fois qu'il y a un tel libre service.
si on peut l'appeler comme ça. Bon, non, même lui, il a été vous l'avez été après. Il a été après ses fonctions. Oui, après ses fonctions. Après ses fonctions, c'est un peu différent. Et pas par lui-même. Donc vraiment, ça heurte un peu. Et puis d'autres, certains aussi disent que ce sont quand même des avancements qui encouragent le coup d'État. Les coups d'État, à faire des coups d'État pour accéder à des choses comme ça. Je pense honnêtement, je vais être très très franc avec vous, je pense plus qu'on est plus dans l'épisode de coup d'État, on l'a dépassé. À partir du moment où le M5 et les militaires ont fait le coup d'État et que ça a été validé par des assises, validé par la CEDEAO, on était sorti de l'épisode du coup d'État. Donc maintenant, tout ce qui se passe après, c'est la gestion de la transition, à mon avis. Donc voilà, il y a un peu les deux, c'est pas la même chose. Je pense que quels sont les mérites selon vous qui peuvent vraiment permettre à ces gens d'accéder au... Parce qu'il faut quand même un certain mérite, les gens pensent que c'est par mérite qu'on devient. Non, il faut juste que, c'est-à-dire qu'on constate un fait qui existe déjà. Comme j'ai dit, un ministre de la Défense, il n'a même pas besoin... Non, on ne cherche pas les résultats, on cherche la démarche que les gens jugent, monsieur le ministre. Oui, c'est exceptionnel, c'est ce qu'on a dit. Exceptionnel pourquoi? Quels sont les mécanismes par lesquels... Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faut accéder, par exemple, à certains niveaux d'études, d'autres disent qu'il faut d'abord... Des écoles de guerre, des écoles de guerre, tout ça. Vraiment, est-ce que vous pouvez nous édifier? Est-ce que tout cela est vrai? Est-ce qu'ils sont... Tout ce qu'on a pris comme mesure est conforme à tout cela. Vraiment, c'est ce qu'on veut. Tout est conforme. Une fois qu'il y a tout est conforme. Tout est conforme à partir du moment où on dit que c'est une nomination exceptionnelle. C'est la mesure exceptionnelle qui rend cela conforme. Nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience. Monsieur le Président, à présent, le jury va se retirer pour procéder à la délibération. Kéta, nous sommes dans les secrets de la délibération. Oui. Moi, je retiens de ce débat qu'en réalité, plus on avance en politique, moins on est tranchant. Vous voyez, il a acquis beaucoup d'expérience. Il y a des élections qui se dessinent. Je pense que notre débat a été beaucoup affecté par ce contexte-là où le débat est intervenu. Et c'est vrai, il faut lui concéder. Il a quand même des aspirations et des ambitions. Il ne va pas vraiment tenir des propos qui vont gêner les objectifs politiques qu'il veut atteindre. Sinon, on l'a vu encore beaucoup plus ferme par rapport à certaines situations. Aujourd'hui, sur beaucoup de questions, il est beaucoup plus dans l'accommodation que dans la perception réelle des choses. Et qu'à cela ne tienne, Monsieur le Président, je voudrais vraiment reconnaître que sur beaucoup de points également, il n'a pas dérogé à sa constance habituelle. Pour ça, il est resté un peu dans les mesures de cette accommodation-là. Il est resté un peu dans les mesures. Et avec beaucoup de sérénité, qu'on lui connaît d'ailleurs dans le débat, sans s'énerver. Donc ça, c'est déjà tout qu'il faut lui retenir. Et je reviens, Monsieur le Président, sur son courage de se prêter à des questions dans le contexte que nous vivons. Nous vivons un contexte où il y a une double chape de plomb, non seulement la justice, mais aussi la régulation qui s'abat sur la presse malienne. Nous risquons, comme je l'ai dit au débat, de ne plus avoir de sources, de ne plus avoir d'interlocuteurs, parce que les interlocuteurs ont de plus en plus peur de ne pas tomber dans la nasse de la justice, de ne pas tomber dans la nasse de la régulation. Et il a évoqué qu'il attend un peu le résultat des médiations qu'il y a pour le compte de Joliba TV News. Et moi, je pense qu'au stade actuel des choses, quel que soit le résultat, ça ne peut aboutir qu'à un certain sursis pour le média qui est en cause. C'est un sursis. C'est-à-dire, et moi, je pense que quand la presse... Mais nonobstant, nous encourageons cette médiation. Nous aussi. Ça, c'est pour ne pas fermer. Nous encourageons et nous soutenons Joliba. C'est pour seulement ne pas fermer, peut-être pour sauver des emplois. Ils sont dans une certaine approche sociale, alors que nous sommes dans une approche beaucoup plus qui va au-delà du social. Restons dans cette approche sociale. Voilà, nous sommes dans une approche qui va au-delà du social, nous sommes dans une approche de défense des libertés. C'est ça en réalité. Donc une presse, je pense, qui va s'en sortir dans des négociations avec un sursis n'est pas libre. Vraiment. D'accord. Donc j'attire l'attention de tous les téléspectateurs, de tout le monde sur cet état de fait.
Et j'en appelle vraiment à l'adhésion de tous pour soutenir la liberté de la presse, parce que sans liberté de la presse, il n'y a pas de démocratie. Sans liberté de la presse, même les citoyens sont exposés. Sans liberté de presse, tout le monde est exposé. D'accord. Donc il faut qu'on revienne un peu aux fondamentaux. Vous êtes compris. Allez-y, Charles. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je veux commencer vers là où Abdraman a terminé, s'agissant de la liberté de la presse qui est en danger. Oui, Monsieur le Président, la liberté de la presse est en danger. Djoliba TV News a perdu le signal. Je pense qu'on nous a endormis pour avoir ce résultat-là. On nous a bernés pour avoir ce résultat-là. Nous étions mobilisés pour défendre la liberté de presse, la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Je pense à Kaoudjoum, hommage à Kaoudjoum, qui de notre point de vue n'a pas fauté. Il a donné une opinion sur une situation. C'est une affaire judiciaire, hein, franchement. C'est une affaire judiciaire. Oui. Sur le cas Kaoudjoum, c'est une affaire judiciaire. C'est une affaire judiciaire. Oui, sauf que, non, nous allons continuer. Voilà, justement. Nous allons continuer, oui. Parce qu'il y a des gens qui cherchent la petite bête. Oui. Pour fermer aussi Renouveau. Nous n'allons pas prêter le flanc pour que Renouveau aussi soit fermé. Oui. Mais nous disons que nous ne transigeons pas sur les principes, sur l'application des textes. C'est les principes. Ce sont les principes. Les principes ont été violés par la HAC. La HAC a violé ses propres textes. C'est ça qu'il faut dénoncer. C'est ça qu'il faut dénoncer. Et on ne doit pas transiger avec les principes. On ne négocie pas avec les principes. En les négociant, nous sortons affaiblis. Nous sortons abattus. Nous sortons abattus. Déjà, la HAC a une victoire parce que Djoliba n'aimait plus. Jusque quand? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Cela dit, nous revenons à notre accusé du jour. Justement. Général de son État. De requérir, hein, tellement que je non, c'est déjà fait. Oui, j'ai bien noté. J'ai tellement défendu ma chapelle que je refuse. Oui, on va donner la parole à Tchara. Général de son État. Oui. Un des intellectuels de l'armée, comme l'a dit un ami cet après-midi. Je pense que tout cela a été confirmé. Comme d'habitude, il est resté calme, serein, pertinent et percutant par moments. Et je retiens que le terrorisme est une guerre sans fin et que les autorités doivent retenir cela. C'est du général Cinco. Le terrorisme est une guerre sans fin. Donc ne prenons pas comme prétexte, comme argument, la lutte contre le terrorisme pour ne pas aller aux élections. Nous ne savons pas quand est-ce que le terrorisme va terminer. Nous commençons la lutte, mais nous ne savons pas la fin. Nous allons continuer à traquer les terroristes jusqu'on ne sait pas quand. Donc cette lutte contre le terrorisme ne doit pas empêcher le gouvernement d'engager des actions concrètes pour aller aux élections, pour une très bonne école, pour un bon secteur de santé, etc., pour avoir des routes. L'État, la gestion de l'État, c'est un tout. C'est une vision, bien sûr avec comme priorité dans le contexte malien, la défense du territoire, l'équipement de l'armée. L'équipement de l'armée. Et c'est le moment encore une fois de plus de rendre hommage à notre voyante armée pour le succès déjà engrangé. Mais le terrorisme est une lutte sans fin. Cinco, général Cinco. Monsieur le Président, je pense qu'il a répondu à toutes les questions sans porter de gants. Il a répondu à toutes ces questions, à l'état de son parti, à la CEDEAO. Il a répondu et un bon républicain démocrate, hein, qui est un panafricaniste, il pense que la sortie de la CEDEAO qui se profile à l'horizon n'est pas une très bonne chose pour notre pays. Et que, élu président, le Mali reviendra dans le giron de la CEDEAO. C'est pas ce qu'il a dit. C'est bien ce qu'il a dit. Il est en face de moi. Élu président, il dit on n'a même pas quitté et qu'il ne souhaite pas qu'on quitte. Élu président, le Mali reviendra au cas où nous étions déjà partis. D'accord. Donc, Monsieur le Président, je suis vraiment convaincu par les réponses données à toutes les questions sur ce plateau ce soir. Donc, Monsieur le Président, nous avons besoin de lui pour continuer à nous éclairer, pour continuer à se battre pour la République et pour la démocratie.
Nous avons besoin de Donc, lui. Monsieur le Président, libérez-le. Ok. Nous avons besoin de lui. Hein. C'est sur cette, en tout cas, cette dernière phrase, hein, cette dernière proposition de Chana qui, en tout cas, n'est pas contrariée hein, par le réquisitoire proposé par Keïta. Il me plaît. Tu dis qu'il n'a pas porté de gants. Oui, justement, ça c'est la petite bête finalement. Il me plaît de le libérer purement et simplement des liens de l'accusation. Par conséquent, Monsieur le Président, vous êtes acquitté. Un dernier mot. Merci à vous et merci à ceux qui nous regardent et qui vont prendre le soin de voir la rediffusion demain dans l'après-midi. À 14h. À 14h. Merci donc à vous de nous avoir suivis. Notre invité était donc le général Moussa Senko Koulibaly, président de la Ligue démocratique pour le changement. Merci à vous.